Ah oui. Merci beaucoup, Gérard. Donc, là, encore une fois, je m'excuse auprès de Jean de Carvas-Loué et des autres orateurs, mais je suis convoqué à Marseille en début d'après-midi, donc il faut y arriver. Alors, in fine, c'est pas tout à fait déphasé de commencer par ça, parce que ça concerne tout l'exercice, toute la durée de l'exercice professionnel, le sujet qui m'a été confié. Alors, je vais vous parler du développement professionnel, mais à travers, je vais vous parler d'une idée un peu folle qu'on a eue un certain nombre il y a quelques années, qui était une nouvelle structuration de nos spécialités. Ça n'a rien enlevé aux structures qui nous composaient, aux différents tuyaux d'orgue qui sont dans nos spécialités, mais c'était un concept d'organiser l'ensemble des professionnels de chaque spécialité dans une seule structure qui réunit et qui se fait parler les autres structures, en ne tenant pas compte du monde d'exercice dans lequel on travaille. Et ça a été ça la nouveauté. Alors, qu'est-ce que c'est le DPC, le développement professionnel continu? Lorsque j'étais encore interne finissant au Canada, ça existait déjà, c'était introduit et ça s'appelait comme ça. Le développement professionnel, c'est le maintien en fait des compétences tout au long de notre carrière. Donc ça vous concerne tout de suite parce que dès qu'on devient chirurgien confirmé, quelle qu'en soit la spécialité, ben on rentre dans un exercice professionnel et on va faire du DPC. On a son desk, peu importe ce dont il s'agit. On s'inscrit alors dans la spécialité. On a un exercice qui peut être libéral, qui peut être salarié, qui peut être un panachage des deux. Et on a actuellement une compétence, bon, on l'a la compétence, mais qui est a priori reconnue une fois pour toutes en France. On s'inscrit à l'ordre, on a une compétence reconnue une fois pour toutes. La formation professionnelle des médecins, ça a été un sujet rebattu, changé, la sauce a changé, on a remis dans un sac, etc. C'est un sujet qui a été constamment et qui sera encore débattu, mais qui manquait d'un suivi, d'un contrôle. Quand je dis d'un contrôle, c'est pas d'un contrôle par des policiers, des flics, c'est un contrôle par vous-même, c'est un contrôle par la profession. Alors ce concept a été introduit en France en 2009, vous allez voir que tout est quand même long, parce que 2009-2015, ça fait 6 ans, c'est pas encore terminé, donc c'est toujours lent, mais il y a eu de grands progrès, et ça a beaucoup évolué. Alors ça a évolué, cette semaine ça a été confirmé par un vote au Sénat, dans le cadre de la loi, je ne parle pas de cette loi, mais je parle d'un article de cette loi, la loi de modernisation du système de santé. Alors à travers ça, comment ça se passe? C'est-à-dire que la loi, dans un article que je vais juste vous résumer, l'article 28, confirme plutôt le développement professionnel continu, pas seulement des médecins, mais en tout cas, nous on est médecins et chirurgiens, l'introduit, le confirme et donne un rôle clé pour le gérer, pour le décider, pour le suivre et l'accompagner à ce qu'on a appelé, depuis quelques années, des conseils nationaux professionnels. C'est-à-dire qu'ils sont nommément, on va le voir cités dans la loi, ils existent. Il y en a un par spécialité médicale ou chirurgicale, et ça fait tache d'huile puisque depuis 1 mois, il y en a un des dentistes, depuis 4 mois, il y en a un des pharmaciens d'officine, et depuis 6 mois, il y en a un des sages-femmes. Donc les professions dites médicales se sont structurées de cette manière. C'est pas facile dans les autres professions, mais là c'est fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, ça réunit les différentes structures représentatives de la spécialité. Je prends ma spécialité, mais nous sommes tous comme ça maintenant. Bon, nous c'est facile, chirurgie vasculaire, il y a une société savante, un collège, un organisme d'accréditation, un syndicat, et il peut y avoir d'autres structures, et on a toujours, vous avez entendu, vous connaissez le mot CNU, de facto, il y en a plusieurs souvent, mais il y a un représentant ès-qualité de notre CNU. Ce qui est nouveau et fondamental, c'est qu'il y a la gouvernance, elle est obligatoirement paritaire, bureau, conseil d'administration, etc., paritaire entre les deux modes d'exercice. Pour qu'il n'y ait que des salariés, que des hospitaliers, il faut qu'il y ait plus de 80% de la spécialité qui exerce dans le monde salarié. Il y en a 2, il y a les médecins du travail et il y a la santé publique à l'heure actuelle. Ah, d'accord? Et tout ça est regroupé au sein, alors c'est ce que j'ai l'honneur pour l'instant d'animer, au sein de ce qu'on appelle la Fédération des spécialités médicales, mais qui est également citée dans cette loi à l'article 28, c'est important d'entrer dans une loi,
comme l'organisme fédérateur des conseils de spécialité. Alors voilà, c'est l'image, vous y êtes obligatoirement tous, puisque chaque spécialité est dans un de ces conseils nationaux. Alors comment ça se passe? Alors ce qui est nouveau dans un article de loi, mais c'est quand même, il va y avoir 15, la dernière fois qu'il y a eu des tentatives, il y avait 12 décrets. On est en France, il y en avait un par profession, puis un autre qui créait une agence, puis un autre qui créait ceci. Et là, vous avez 2 décrets prévus derrière cette loi et qui sont déjà pratiquement rédigés. Ben, il va y avoir un guichet unique d'inscription, qu'on soit libéral, en tout cas pour les médecins, qu'on soit libéral ou qu'on soit hospitalier. Alors ce sera une agence nationale, mais ce sera un gérant. Ce sera un gérant de fonds qui arriveront et d'inscription. Vous allez avoir des orientations prioritaires. Je vais vous montrer 3 exemples. On est dans le concret, vous êtes chirurgien. Des orientations prioritaires, cœur de métier. C'est écrit dans la loi, c'est centré sur le cœur de métier, qui sont définis pour 3 ans par le Conseil national. Mais ce n'est pas la chirurgie du cancer de la prostate. C'est pas ceci. Vous allez voir, c'est relativement ouvert, mais défini par le Conseil national professionnel, c'est-à-dire par les médecins. À côté, ça c'est lié au système d'offre de soins, vous avez toujours l'existence d'orientations dites conventionnelles. Vous allez avoir non pas un parcours pluriannuel qui est défini, qui n'est pas une obligation, qui est simplement des recommandations. Qu'est-ce que me recommande le conseil d'ophtalmologie? Comment? Puis après, je fais mon menu. Donc ce sera relativement tout à fait ouvert. Un libre choix des actions par le professionnel, et portfolio individuel, on est en train d'y travailler. Un portfolio individuel, ça existe, les Canadiens l'ont, mais ils ont de nombreuses années d'expérience, qui retracera l'ensemble des actions que le professionnel a suivi de faire, qui sera sa propriété. Alors, pour les orientations prioritaires, c'est pas tout, mais pour les orientations prioritaires, il y a un financement qui existe déjà, qui pose des problèmes souvent, qui est discuté, mais il y a un financement. Pour le reste, ça reviendra aux professionnels ou aux structures où ils travaillent. Alors, je vous donne comment ça s'est passé. Là, déjà, l'arrêté, parce que ça, c'est un simple arrêté qui fixe les orientations prioritaires pour vos spécialités pour 3 ans, 2016-2018, est pratiquement finalisé. Pour les médecins, il est finalisé. Toutes vos spécialités ont répondu. Il y a eu des échanges avec notre ministère de la Santé. Le texte est prêt. Il y a des petites lenteurs qui sont logiques parce qu'il y a d'autres professions que les médecins. Et vous avez notamment toutes les professions paramédicales pour qui ça n'est pas facile. Alors la loi prévoit qu'ils n'ont pas de conseil de spécialité, mais comment on articule ça, c'est plus difficile. Mais les dentistes, c'est prêt, et les pharmaciens, c'est prêt. Donc on nous a demandé, on nous a dit, Fédération des spécialités médicales, pouvez-vous demander aux spécialités leurs orientations prioritaires? Nous, on a donné un canevas, il en fallait pas plus de 3 ou 4, il fallait que ce soit large, et à la force d'échange, on y est arrivé. Tous les conseils nationaux, vous en avez 42 qui correspondent aux spécialités ordinales, et vous en avez 4 qui sont des spécialités en devenir, qui sont associées. Tous ont répondu. On en a 3 ou 4 par conseil national. Ça a été validé au niveau ministère et ça doit être publié en décembre. Et vous pouvez voir que ça reflète le cœur de métier. Pas de conflit d'intérêts, je ne parle pas de la mienne, mais vous prenez par exemple la chirurgie digestive et viscérale, on est dans le temple de la chirurgie digestive et viscérale, vous en avez 4. Vous avez pertinence des actes et des modalités de prise en charge en chirurgie viscérale et digestive, vous avez la gestion des risques associés aux actes, vous avez la chirurgie cancérologique viscérale et digestive, et vous avez la bariatrique, bien sûr. Je vous prends la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, ça c'est plus proche de ce que je fais, mais vous avez la chirurgie valvulaire, alors ça va être des registres, des choses comme ça. Vous avez les procédures mini-invasives en chirurgie thoracique et cardiaque, et la prise en charge des cancers bronchopulmonaires. Vous avez une spécialité qui est définie, vous pouvez avoir des tas de programmes différents derrière ça. Vous avez, on passe au dur, les orthopédistes et traumatos, voilà, l'optimisation des temps d'hospitalisation, les nouveaux dispositifs médicaux implantables, parce que ça, j'en parlerai 2 mots, ça débouche sur l'incitation à participer à des registres, en France c'est très difficile, et les techniques mini-invasives. Alors derrière, bon, ça c'est des orientations, mais elles sont là, et ça a été fait de manière assez consensuelle dans les spécialités. Le portfolio,
Qu'est-ce que c'est? Je ne prêche pas dans le désert, c'est en cours de réflexion. Il y a déjà des prestataires choisis pour avoir l'outil générique. On a réuni un comité qui regroupe à peu près une personne de 30 et quelques des spécialités médicales, et on réfléchit, on échange là aussi avec la structure ministérielle qui est en charge, qui s'appelle la DHOS, et le but c'est que ce soit simple. Alors des choses qui sont pratiquement claires, y compris avec l'ordre qui soutient cette démarche, c'est simple, propriété du professionnel, de lui, elle, lui, moi, propriété du professionnel, mis à jour par lui, avec accompagné, il y aura en annexe un référentiel un peu du Conseil national, pour l'orthopédiste c'est pas le même que pour moi, et qui servira un peu, qui contribuera à attester du maintien des compétences. Et il y aura un moment donné, où puisque tant que c'est comme ça, où l'ordre a accès, où le professionnel plutôt transmet à l'ordre, par un clic logiciel, ce qu'il a fait, avec 2-3 documents qui attestent de ce qu'il a fait. Le but c'est quoi? C'est mettre à disposition du professionnel, sous contrôle de son CNP, un outil générique financé, parce que ça c'est financé, et géré par la profession. Alors je vous donne un exemple, parce que ça, pour une fois là, il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais c'est un petit peu la réflexion qu'on a dans la spécialité, au niveau de la chirurgie vasculaire. On dit, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être on demande aux collègues de participer à un programme, c'est les programmes financés intégrés de DPC, de développement, c'est-à-dire ça mélange le cognitif et l'analyse des pratiques. Ça peut être participer à un registre de dispositifs médicaux, aller assister à quelques séances de formation, de participer X fois, on n'a pas déterminé, sur une période de 3 ans, au congrès de la spécialité, de participer à une autre de X réunions qui sont listées, de participer à un registre ou 2 registres sur sa pratique. Pour les orthopédistes, ils vont lancer, je pense, au sein de la FSM, un registre de prothèse du genou. Les chirurgiens cardiaques ont installé chez nous leur registre d'activité. Donc voilà des exemples de ce que ça peut être. Alors derrière, on a vu, c'est pour montrer que c'est le cœur de métier, que ça fait partie du cœur de métier, que dès que vous êtes chirurgien, c'est qu'on a glané d'autres missions. C'est-à-dire que sur une période de 4 ans, on a réussi à créer des organismes de développement professionnel dans chaque spécialité. Il y en a un qui est appendu à la SOFCOT, nous on en a monté un, et qui se charge un petit peu de gérer au sein de la spécialité la partie financée de la formation continue. Nous avons mis au point, alors on nous avait financé pour ça, c'était dans la convention qu'on avait avec le ministère, on devait mettre en place une plateforme permettant de servir de portfolio. Mais à l'époque, on ne nous parlait même pas de portfolio. Eh bien, cette plateforme, on est en train de la redonner au ministère pour qu'elle serve à l'agence comme guichet d'inscription. Donc une plateforme informatique, nous l'avons fait. On a conquis un petit peu d'être en charge en partenariat avec le CNOM, puisque j'ai signé une convention avec Patrick Bouet sur ça, de l'évolution des compétences. La même chose à l'université. Pour tout vous dire, il y a bientôt le congrès de l'ordre des médecins. C'est la 2e fois, c'est quand même une réunion qui, là, va réunir du monde. Journée des qualifications, on sera 3 structures à accueillir les membres des commissions de qualification et des conseils nationaux, c'est-à-dire le CNOM, la FSM et le président de la conférence des doyens de l'université. Ça vous montre un peu une sorte de continuité. Et on a réussi à se conventionner. Par exemple, vous avez d'autres structures d'État, l'IGAS, quand on est devenu un peu un noyau d'expertise dans chaque conseil national. 4 fois cette année, l'IGAS a saisi la Fédé pour réunir des médecins sur des sujets importants, toxicité de la dépakine, un problème en obstétrique, etc., etc. Les ARS, de la même manière, on a conventionné. L'ATI, c'est ce qui détermine la nomenclature, vient de nous saisir, on est en train de voir comment, sur une réflexion où seront réunis un certain nombre de spécialités chirurgicales, alors tenez-vous bien, pour définir ce qu'est l'acte chirurgical. C'est très important dans le contexte de la mini-invasive, de tout cela. C'est tout récent. On a demandé aux spécialités chirurgicales, je pense qu'ils vont être très friands.
l'ONIAM, la NSM. Et il y a un point clé dans tout ça, c'est la parité. C'est ça qui a fait réussir en grande partie la chose. Alors, la dernière chose dont je voulais parler, c'est les registres, parce que les registres, c'est venu derrière. C'est le développement professionnel, c'est la pratique. Et donc, on a acquis, grâce à la NSM, une plateforme informatique avec, il va y avoir chef de projet, c'est en cours d'être mis en place, un outil qui permet la création d'un nombre illimité de registres qui seront aux mains des spécialités. Alors, lesquels vont commencer? Vous avez des registres de pratique en chirurgie thoracique et cardiovasculaire et cardiaque. Les deux sont en train de basculer sur ce qu'on a mis en place. Vous avez le registre Epitor, ça c'est pour ceux qui font de la chirurgie thoracique. Le registre Epicarde, c'est un registre auquel participent tous les chirurgiens cardiaques actuellement. Ils ont donné l'exemple. Et puis, il y a le suivi des dispositifs médicaux. Dans la loi de sécurité sociale d'il y a 2 ans, il a été mis que 5 dispositifs devaient être suivis. Donc, un type de dispositif, je l'ai cité, les implants mammaires, qui a posé beaucoup de problèmes, eh bien, on va mettre en place très prochainement un registre des implants mammaires que les plasticiens vont mettre dans leur programme de DPC. Enfin, les études post-inscription, des registres de pratique. Voilà tout ce que ça permet. Donc, pour en terminer, on revient au DPC. DPC, c'est au début, il y a des chirurgiens viscéraux qui me disaient c'est duodéno-pancréatectomie céphalique, ce machin. Moi, je disais je ne l'ai pas inventé, ça existe ailleurs. En fait, c'est finalement assez important parce que ça devient une partie intégrante de l'exercice depuis qu'on le débute. Il est dans la main, il faut qu'il reste dans la main des professionnels. Il ne faut pas que ce soit... Il faut lutter contre autre chose. C'est un nouveau paradigme et c'est à votre service. Alors, il y a une phrase, la dernière phrase, elle compte, ce n'est pas parce que vous êtes, entre guillemets, les jeunes, mais de la même manière qu'on a mis les libéraux et les hospitaliers, ça n'a pas été évident au début, hein, dans les mêmes structures, je pense que petit à petit, alors dans ma spécialité, on est en train de le faire, mais il faut que, quand il y a une structure qui représente les jeunes en formation, on les associe, on voit comment, chacun est libre, hein, comme membre associé, comme invité, dans ce qu'on appelle notre Conseil national professionnel. Voilà, merci beaucoup et merci à l'Académie de nous avoir donné la parole. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire, à demander? Bonjour. J'ai bien compris que les orientations prioritaires, tout ça, tout était en cours de définition et que tout n'était pas forcément validé. Mais le DPC, il a déjà lieu. Actuellement, déjà, les médecins s'inscrivent sur un portail pour pouvoir valider un certain nombre de sessions. Là, c'est vraiment au libre cours. Il y a certaines sessions qui sont validantes, c'est ça? Certaines... Ouais. C'est dans la continuité de ce qui a été mis en place. Le début de la mise en place, enfin, c'est parti d'une formation médicale continue ancienne qui était très... il n'y a aucune connotation péjorative dans ce que je dis. Très syndicale et plus organisée par des structures, entre guillemets, libérales, et souvent très bien fait, mais c'était ça. Il y a eu une loi qui s'est appelée la loi HPST, je crois que c'est 2009, qui a introduit le développement professionnel continu en commençant à parler de la fédération des spécialités pour les médecins. Le problème, c'est que toutes les professions y ont été mises, les infirmières, etc., et tout le monde, et qu'il y a eu des gros problèmes d'organisation et qu'il n'y a pas eu un vrai changement de paradigme dans les financements. Alors actuellement, le DPC, il y a un problème, c'est que c'est théoriquement les mêmes programmes, que les financements sont séparés totalement pour les hospitaliers et les non-hospitaliers, et qu'il y a eu un certain nombre d'effets d'aubaine, ce qu'on appelle, et de déviance, de déviance, qui ont fait que des vieilles habitudes sont restées, qu'il y avait des financements par forfait, qui pouvaient être 3 000 € pour un métier. Je veux dire, moi j'ai un fils pharmacien, la même formation de biologie n'est pas financée de la même manière pour un pharmacien ou pour un médecin. Au nom de quoi? D'une hiérarchie des métiers que je ne vois pas, et ainsi de suite. Donc, et puis des gens s'inscrivaient à 6 formations, alors théoriquement il y avait l'argent pour en faire une chacun. Donc il y avait des problèmes de fonctionnement. Dans ce nouveau dispositif,
il va y avoir une agence. Ça ne veut pas dire que moi je suis hospitalier, c'est toujours mon hôpital qui, s'il le peut, et s'il en est d'accord, va régler la formation dont je vais bénéficier. Mais il y aura une agence, un médecin s'inscrira au même endroit, il aura son dossier personnel, où il mettra d'autres choses que ça. Mais il y aura une seule agence, et on est en train de discuter justement du fait de dire que sur une période donnée, la partie financée, ce qu'on appelle un programme intégré, qui ne sera qu'une partie de ce qu'on fait, mais un programme intégré, que tout le monde puisse y avoir accès. C'est-à-dire qu'un médecin ne puisse pas en faire 6 et un autre 0 parce qu'il n'y a plus d'argent. Et aussi que ça se rapproche plus d'un coût réel. Un coût réel, ça veut dire qu'un organisme qui fait de la formation, c'est le cas dans tous les métiers, il a un coût, il a une marge qui lui permet de vivre, de développer des actions, mais pas des choses superlatives. Donc ce sera simplement une transition. Par exemple, il va y avoir en plus une période de transition, on en a discuté il y a quelques jours, notre ministère de la Santé disait de 3 mois. On a dit que ça suffit, il faut faire ça beaucoup plus souplement, mais ça va se passer sur 2016 et ça va se faire sur 6 mois, disons. Pardon, ça va se faire sur 6 mois. Mais en souplesse, quant aux orientations, c'est justement, il n'y a pas de diktat qui dit c'est ça. Hein, il y a vraiment eu, cette fois-ci en tout cas, un échange. Ce que je donne pour les orthopédistes, c'est venu des orthopédistes, ça n'a pas été retouché par quiconque. Autre question. Bon, je vous demande de vous présenter. Quelle est votre spécialité et quelle est votre origine? Alors, Pierre-Yves de Queiroz, chirurgie digestive, actuellement en post-internat à Longjumeau, en fin de post-internat, donc la session est parfaite pour moi. Ma question a trait au DPC qui s'inscrit dans l'accréditation HAS. C'est deux choses différentes. Le DPC tel que notre collègue en a parlé, c'est ce qui avait été introduit en 2009, c'était la seule chose. Là, dans l'article 28, puisque j'en connais le numéro finalement par cœur, de la loi dite de modernisation du système de santé, là, le DPC ce n'est plus que ces actions payées. Le DPC, c'est un ensemble. C'est pour ça que je dis que la profession va définir un portfolio. C'est un ensemble qui constitue une recommandation. Venir aux séances de l'académie 4 fois par an. Je blague là, mais ça fait partie des recommandations. La partie financée, c'est une partie, c'est participer à un programme intégré. C'est la seule chose que, entre guillemets, l'ordre des médecins peut à terme sanctionner avec le sens positif du mot sanctionner, c'est-à-dire constater. Alors je vais... Et l'accréditation là-dedans, c'est pas l'ensemble du DPC, premièrement. Deuxièmement, l'accréditation, c'est très bien, mais c'est très inégal dans la manière dont c'est fait. Les organismes qui font du DPC, il y a des OA, nous on en a un dans la spécialité, il y en a qui font très bien le travail, il y a l'agence qui devient l'agence du DPC, cette semaine j'ai eu toute une histoire parce qu'ils n'ont pas validé l'OA de la spécialité de chirurgie plastique comme prodiguant des formations de qualité. Donc l'accréditation, ça en fait partie, mais l'accréditation, c'est une chose, c'est la gestion du risque au départ. Donc l'accréditation en fait partie, mais ça n'est qu'une partie de l'ensemble. Ça peut être une modalité pour faire, comment dirais-je, la partie dite intégrée, qui est financée. Dans la spécialité, on a trouvé une solution très simple qu'ont adopté les orthopédistes, qu'ont adopté un certain nombre de gens, c'est de dire, il y a l'organisme d'accréditation, puis on a mis en place un organisme de DPC, et on travaille en parfaite harmonie. Et d'ailleurs, comme ça a évité de toucher au problème majeur de l'accréditation telle qu'elle est, et quand on parle avec l'assurance maladie, on découvre un vrai sujet, c'est que l'accréditation, ça rembourse la moitié, ou le tiers, ou le quart, mais une somme conséquente, de la prime de responsabilité civile. Ce qui fait que pour un hospitalier, ça n'a pas d'intérêt direct. Dans ma spécialité, il y a 2 adhérents à l'OA. Moi, je l'ai été au début, mais il y en a très peu. Même les chirurgiens qui font du libéral à l'hôpital. Donc ça crée un problème parce que c'est des financements beaucoup plus importants que ne bénéficie le DPC
normal. Donc on a dit, gardez l'accréditation et faites votre DPC. Ils font les deux comme ça. C'était le fond de ma question. Quelle est finalement la finalité de l'accréditation hors financement de la moitié de la prime RCP? Je ne veux pas prendre parti à titre personnel, c'est un sujet qui est très chaud. Je n'exclus pas... je pense que l'accréditation s'était destinée à la gestion du risque, que c'est entré dans le cadre de négociations conventionnelles. Ça a abouti à un financement qui est important, mais que ça n'est pas tout. D'ailleurs, les bons organismes d'accréditation se sont mis, c'est tout à fait positif ce que je dis, avec des moustaches pour paraître des organismes de DPC. Mais le jour où, parce que tout est possible, le jour où l'assurance maladie, dans le cadre de ces négociations, ou parce que les médecins généralistes auront dit c'est injuste, ou parce que, etc., le jour où quelqu'un dira il y a de l'argent qui vient, qui va, etc., il se peut très bien que l'accréditation ne soit plus mise en avant de cette manière par l'assurance maladie, donc c'est pour ça que je défends le DPC. Et la première année, il m'avait fait présider l'OA de la spécialité. Voilà. Ai-je répondu? Oui, alors, je me présente aussi. Hein. Mon général. Alain Houlgat, je suis l'inspecteur Tianguis des hôpitaux, mais je suis quand même chirurgien urologue. Voilà. J'étais chef de service d'urologie jusqu'en 2014 au Val-de-Grâce à Paris. Ma question tourne justement autour de cette OGDPC. Je suis membre de la commission scientifique indépendante, cette espèce de bras armé justement de l'OGDPC qui va devenir un NDPC. Alors, je suis conscient que c'est extrêmement difficile puisque la validation de ces programmes de DPC se fait selon les critères que tu as évoqués, cognitifs, évaluation des pratiques et autres, avec un mélange de médecins libéraux et de médecins hospitaliers, donc c'est extrêmement compliqué. Néanmoins, ça aboutit sur un financement, et là, pour les jeunes qui vont effectivement s'installer en libéral, ce financement n'est pas négligeable dans le cadre, effectivement, d'une formation validante DPC. Avec la nouvelle agence, là déjà actuellement, il n'y a plus de sous, voilà, c'est clair, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'interrompre un petit peu les travaux. Enfin, on ne les interrompt pas, on continue, mais pour l'instant, ils ne seront pas financés. Qu'est-ce qui va se passer et comment pourront-ils accéder à ce financement? Alors, c'est là où... C'est ce que j'ai dit il n'y a pas plus tard que 2 jours à la dame en charge des affaires de la santé. On discutait de ça. Je reviens, j'ai dit, il y a un montant. Pour toutes les professions, cette année, c'est 180 millions d'euros, en gros. À la louche, c'est ça. Pour les médecins, si on compte ce qui était donné aux libéraux, qui est 80, et ce qui concerne nous, hospitaliers, qui est au minimum 40 millions d'euros, si on applique les textes existants, ça fait, en gros, 120 millions. Le problème, c'est qu'il faut tendre vers quelque chose d'équitable. Et on a bien calculé que si, alors ça ne veut pas dire que chacun a ça, que si on met 1000 euros par médecin, réellement en exercice comme fonds de départ, de toute façon, il y a déjà cet argent. Simplement, il y a certains qui ont eu 6 000, 8 000, etc. Ceci dit, c'est très important de financer la formation des gens. Avec notre délégué général, on avait fait un tableau qu'on avait présenté au ministère. On avait dit, on va voir par profession, dans tous les métiers. Il y a une sorte de financement de la formation tout au long de la vie. Je rapproche le DPC de ça. Et si vous prenez les gens qui travaillent dans les bistrots, dans les restaurants, il est consacré au minimum, en moyenne, par leurs employeurs, 380 euros par an. Si vous prenez nos beaux pilotes de ligne d'Air France, la moyenne consacrée par an est de 4 900. C'est très important de bien piloter un avion. Il y a des simulateurs, etc., mais en chirurgie aussi. C'est de 4 900 euros. Donc, je veux dire, si on met 1000 euros par médecin, c'est pas très lourd. Mais il est possible d'obtenir, il faut obtenir une équité. Et c'est ce que vous dites à la CSI, hein, il y a quand même une tendance vers ça. Mon général. Merci beaucoup.